Il tirait quelque fierté d'être lié par sa mère à Richard Horace Barham, l'auteur des Inglesby Legends. Il décrit son enfance, qu'il jugeait triste et banale, dans deux nouvelles autobiographiques, The Drama of Youth et The New Boy. Il passe un an à l'université de Londres et obtient des certificats en mathématiques, physique et anglais des universités d'Oxford et de Cambridge. Bonjour. Richard Barham Middleton, 1882-1911, poète et écrivain britannique. Il écrivait notamment des articles pour des revues telles Vanity Fair. Ayant quitté les emplois conformistes, employé dans une compagnie d'assurance par exemple, il se consacre à la littérature. Perturbé par une vie sentimentale chaotique et toujours à court d'argent, il s'installe à Bruxelles où il y retrouve quelques amis belges. Middleton ne sera jamais édité de son vivant. La frustration le gagne et son état dépressif l'amène à se suicider au chloroforme le 1er décembre 1911 à l'âge de 29 ans. Après sa mort, ses amis et admirateurs rassemblent ses textes, nouvelles, lettres, poèmes, articles, etc., dans divers recueils publiés entre 1912 et 1933. Je vous propose d'écouter l'une des nouvelles les plus abouties de l'auteur, Le vaisseau fantôme, publié en 1912. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Fairfield est un petit village qui s'étend près de Portsmouth Road, à peu près à mi-chemin entre Londres et la mer. Les étrangers qui le découvrent par hasard, de temps à autre, l'appellent un endroit délicieux, un peu désuet. Nous autres, qui l'habitons, et qui pouvons presque l'appeler notre patrie, nous cherchons en vain ce qui pourrait lui valoir la première épithète. Mais nous serions désolés de devoir vivre ailleurs. J'imagine que nos esprits ont calqué à jamais les formes de son auberge, de son église et de ses pelouses. Quoi qu'il en soit, hors de Fairfield, nous ne nous sentons jamais à l'aise. Certes, ces pédants de la capitale, avec leurs énormes maisons et leurs rues bruyantes, peuvent nous appeler paysans. Il n'en reste pas moins vrai que la vie à Fairfield dépasse celle de Londres. Le docteur prétend qu'à chacun de ses voyages à Londres, son esprit étouffe sous le poids des maisons. Lui, un londonien de naissance. Il avait dû vivre dans la capitale pendant ses jeunes années, mais il se sent bien mieux à présent. Vous pouvez ricaner, messieurs. Certains d'entre vous sont peut-être de Londres ou de ses environs, mais il me semble qu'un témoignage de ce genre détruit tous les arguments du monde. Monotone, ici? Si vous voulez, mais je vous assure que toutes les histoires de bonnes femmes que vous m'avez débitées ce soir ne se tiennent pas la comparaison. Oh, pas du tout, avec ce qui se passe à Fairfield. Et ce, à cause de notre façon d'envisager le monde en ne nous préoccupant que de nos propres affaires. Si l'un de vous, cher pédant de la capitale, passait sur le mail un samedi soir, à l'époque précise où les fantômes de nos gars morts à la guerre ont rendez-vous avec leurs petites amies qui dorment au cimetière, il ne pourrait s'empêcher de manifester quelque curiosité et de se mêler à la conversation galante, de sorte que les fantômes prendraient leurs chaînes à leur cou et chercheraient un coin plus tranquille pour marivauder.
Nous, nous les laissons aller et venir à leur guise, sans commentaire. En conséquence, de quoi Fairfield est le village le plus hanté de toute l'Angleterre. Tenez, en plein jour, j'ai vu un homme sans tête, assis sur la margelle du puits, et les enfants jouaient à ses pieds, comme s'il avait été leur père. Croyez-moi, les esprits savent aussi bien que les humains si on les aime ou non. Je dois pourtant admettre que l'aventure que je vais vous raconter demeure bizarre, même pour ce village où 3 meutes de chiens fantômes se déchaînent chaque année pendant la saison de la chasse, et où l'arrière-grand-père du forgeron sut chaque nuit affairer les chevaux des gentlemen défunts. Pareille aventure serait impensable à Londres, toujours à cause de cette manie de fourrer le nez où il ne faut pas, alors que notre forgeron passe des nuits tranquilles à dormir comme une marmotte dans le grenier. Un soir même qu'il souffrait de la migraine, il leur a hurlé de faire un peu moins de potin. Le matin, il découvrit une ancienne guinée sur son enclume en guise de dédommagement. Il l'a accrochée à sa chaîne de montre. Mais je dois revenir à mon histoire. M'étendre sur toutes les bizarreries qui se passent à Fairfield nous mènerait trop loin. Tout a commencé avec la grande tempête de 97, celle du printemps, pas l'autre. Je m'en souviens parfaitement, parce qu'elle avait jeté le toit de ma porcherie dans le jardin de la veuve, aussi facilement qu'un cerf-volant. Lorsque je jetai un coup d'œil par-dessus la haie, la veuve, celle de Tom Lamport, sarclait un plan de capucine. Après l'avoir observé quelques moments, je descendis à l'auberge du Renard et des Raisins pour raconter au patron ce qu'elle m'avait dit. Le patron, il rigola. Marié depuis belle lurette, il était à l'aise avec le beau sexe, lui. Laissez tomber, m'a-t-il dit. La tempête a aussi soufflé quelque chose dans mon champ. Une espèce de navire, je dirais. J'en fus étonné jusqu'à ce qu'il m'eût expliqué que c'était seulement un vaisseau fantôme qui ne risquerait pas d'écraser ses navets. Nous convînmes qu'il avait été soufflé de la mer depuis Portsmouth, puis nous changeâmes de conversation. Il y avait eu 2 ardoises arrachées au presbytère, et un grand arbre encombrait le pré de Lumley. Une terrible tempête. Je m'aperçus aussi que le vent avait soufflé nos fantômes aux 4 coins de l'Angleterre. Ils revinrent quelques jours après, chevaux fourbus, pieds endoloris, mais tellement heureux de retrouver leur Fairfield que certains déambulèrent dans les rues en pleurant comme des gosses. Le châtelain nous avoua que l'arrière-grand-père de son arrière-grand-père n'avait plus paru aussi vidé depuis la bataille de Naseby. Encore était-il un homme de bonne éducation. Tout bien considéré, je crois qu'il fallut une bonne semaine avant que tout ne rentrât dans l'ordre. Et puis, un après-midi, je rencontrai l'aubergiste sur le mail. Il avait l'air embêté. Je voudrais que vous veniez jeter un coup d'œil sur ce navire dans mon champ, me dit-il. Je dirais qu'il s'appuie un peu trop sur mes navets. Je n'ose pas penser à ce que va dire la bourgeoise quand elle verra ça. Nous descendîmes le sentier tous les deux. C'était évident. Il y avait un navire au milieu de ces prairies, mais un navire tel qu'on n'en avait plus jamais vu sur les flots depuis 300 ans, à plus forte raison, au milieu d'un champ de navets. Il était entièrement peint en noir, chargé de sculpturés. À la poupe, on pouvait voir une grande baie vitrée en tout point semblable à celle qui protège le salon du châtelain. Il y avait aussi une file de petits canons noirs sur le pont ou à travers les sabords, et 2 ancres, une à chaque bout, qui fixaient le navire au milieu des navets.
J'ai vu toutes les merveilles du monde sur carte postale, mais je n'avais encore jamais rien vu de semblable à ceci. Il paraît bien solide pour un vaisseau fantôme, dis-je, en remarquant l'ennui du patron. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, répondit-il d'un air soupçonneux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va me gâcher 50 navets et que la bourgeoise, elle, voudra qu'on le tire de là. Nous nous approchâmes et touchâmes la coque. Elle était aussi dure que celle d'un vrai navire. Et dire qu'il y a des types qui s'en claqueraient les cuisses, gémit l'aubergiste. Je ne m'y connais guère en fait de navire, mais j'estimais que ce fantôme pesait bien 200 tonneaux. On aurait dit, de plus, qu'il avait l'intention de s'établir parmi les navets. Je m'en sentais désolé pour l'aubergiste, qui vivait dans la crainte permanente de sa femme. Tous les chevaux de Fairfield ne l'arracheront pas de mon sang, murmura-t-il en regardant l'épave d'un œil accusateur. À ce moment, nous entendîmes un bruit sur le pont. Nous levâmes les yeux et découvrîmes un bonhomme qui venait de sortir d'une cabine d'avant et qui nous regardait avec une certaine sympathie. Il portait un uniforme noir, orné de galons d'or ternis et, à ses côtés, un sabre d'abordage dans son fourreau de cuivre. « Je suis le capitaine Bartholomew Roberts, » dit-il d'un ton très posé. « Je suis venu engager des recrues, mais je croirais avoir mené mon navire un peu trop loin du port. »« Loin du port » s'écria le patron. « Mais vous êtes à 50 milles de la mer. » Le capitaine ne broncha pas. « Tant que cela ?» fit-il remarquer froidement. « C'est sans importance. » Remarque qui bouleversa complètement l'aubergiste. « Je ne voudrais pas me montrer inhospitalier, » dit-il, « mais j'aurais préféré que vous ne conduisiez pas votre navire dans mon champ. Voyez-vous, la bourgeoise tient à ses navets comme à ses panses. » Le capitaine tira de sa poche une petite tabatière en or, renifla une pincée de tabac à priser, puis s'essuya les doigts à un mouchoir de soie. Tous ces gestes dénotaient l'aristocrate parfait. « Je ne suis ici que pour quelques mois, » dit-il. « Mais si ce témoignage de mon estime pouvait suffire à pacifier madame votre épouse, je me déclarerais satisfait. » Ce disant, il avait détaché une broche d'or du col de sa veste et l'avait jetée à l'aubergiste. Celui-ci prit la teinte de la fraise mûre. « Ah, je ne nierai pas qu'elle aime les bijoux, » dit-il, « mais c'est bien trop pour un demi-sac de navets. » Et de fait, la broche était superbe. Le capitaine se mit à rire. « Pas de protestation, mon ami. C'est une vente forcée, et il est normal que vous en tiriez un bon prix. N'en ajoutez plus. » Et, nous souhaitant bonne nuit d'un signe de tête, il tourna les talons et réintégra sa cabine. Le patron remonta le sentier, visiblement plus léger. « Cette tempête m'aura en fin de compte été favorable, » décréta-t-il. « La bourgeoise va l'apprécier, cette broche. C'est bien mieux que la guinée du forgeron. » 97 était l'année du jubilé, du second jubilé. Je ne vous apprendrai rien, et nous avions fort affaire à Fairfield, de sorte que nous ne nous occupions guère du vaisseau fantôme. Au demeurant, nous n'avons pas l'habitude de fourrer notre nez dans les affaires d'autrui, je le répète. Le patron, il voyait son locataire de loin en loin, quand il allait biner ses navets. Quant à sa femme, elle portait sa nouvelle broche au temple les dimanches. À part cela, personne ne se mêlait beaucoup aux fantômes. Personne, sauf l'idiot du village, qui, pauvre innocent, avait toujours été incapable de reconnaître un vivant d'un spectre. Le jour du jubilé, toutefois,
quelques paysans expliqua au capitaine la raison pour laquelle les cloches sonnaient à toute volée. En parfait gentleman qu'il était, il fit hisser le pavillon et tira une salve d'honneur. En vérité, les canons avaient si bien tiré qu'ils avaient fait un joli trou dans la grange de Johnstone, mais, au milieu des réjouissances, nul ne s'en préoccupa. Ce fut après ces jours de liesse que nous nous aperçûmes que quelque chose n'allait pas à Fairfield. Le cordonnier, le premier, m'en parla un matin, à l'auberge du Renard et des Raisins. Vous connaissez mon arrière-grand-oncle? Me demanda-t-il. Je le connaissais fort bien. Ah oui, Josua, le doux, le mou. Le doux, le mou? S'écria le cordonnier, indigné. Vous l'appelleriez encore comme cela lorsqu'il rentre chaque matin à 3 heures, plein comme une basse suisse, et qu'il réveille la maison entière par ses cris d'ivrogne? Ce ne peut être Josua, intervins-je. Je savais depuis des années qu'il était un des fantômes les plus calmes et les plus décents du village. C'est lui, insista le cordonnier, et une de ces nuits, il se retrouvera à la rue s'il continue son tintamarre. Une telle conversation me choqua beaucoup, je vous l'avoue. Je n'aime pas qu'un homme calomnie sa propre famille, et je pouvais à grand-peine croire qu'un genou aussi discret que Josua se fût mis à la boisson. C'est à ce moment-là qu'Aylwin, le boucher, est entré d'une humeur si effroyable qu'il pouvait à peine avaler sa bière. La petite frappe, la petite frappe, répétait-il entre ses dents. Il nous fallut plusieurs minutes au cordonnier et à moi pour comprendre qu'il parlait de son ancêtre tombé à Sen Lake. Plein comme une andouille? Demanda le cordonnier, suant l'espoir, car nous aimons trouver des semblables jusque dans nos misères. Le boucher acquiesça, avec du noir dans la prunelle. Après cela, j'ai bien gardé mes oreilles ouvertes, et c'était la même histoire partout dans le village. Il n'était quasiment plus personne, parmi la population fantomatique de Fairfield, qui ne rentrât ivre-mort aux petites heures du matin. Parfois, je me réveillais pendant la nuit, et je les entendais trébucher devant ma porte et chanter des chansons obscènes. Pire, nous ne pouvions limiter le scandale à des affaires de famille, et ceux de Green Hill commençaient déjà à chansonner les pochards de Fairfield par l'intermédiaire de leurs gosses qui braillaient des vers humiliants. Nous sommes de joyeuderie dans le village, mais nous n'aimions pas ces allusions. Bien entendu, nous n'avons pas été longs à comprendre où les jeunes gars allaient s'enivrer, et le patron fut vraiment de mauvaise humeur contre son locataire. Malheureusement, son épouse ne voulait rien entendre concernant la broche qu'elle aurait dû rendre, de sorte que l'aubergiste ne se sentait aucun droit pour expulser son encombrant locataire. Avec le temps, la situation alla de mal en pis, et c'est à toute heure du jour, à présent, qu'on pouvait voir ces jeunes bons à rien dormir à point fermé au milieu des champs. C'est presque chaque après-midi qu'une voiture fantôme s'arrêtait près du navire avec un chargement de rhum. Et si les vieux fantômes inclinaient généralement à refuser l'hospitalité du capitaine, les jeunes ne restaient pas en place. En fin de compte, un après-midi, alors que je jouissais de ma sieste, j'entendis frapper à la porte. Voilà le pasteur, le regard grave, comme celui qui doit affronter une tâche qu'il n'apprécie guère. Je veux voir le capitaine et le sermonner à propos de cette épidémie d'ivrognerie. Je veux que vous m'accompagniez, termina-t-il, sans vraiment m'adresser la parole. Je ne puis dire que je tenais spécialement à cette visite, et tentai de faire comprendre à notre pasteur qu'en fin de compte, la conduite de fantôme ne pouvait engendrer de terribles conséquences.
Mort ou vivant, je suis responsable de leur bonne conduite, répliqua-t-il, et il est de mon devoir de mettre un terme à ces désordres continuels. Et vous viendrez avec moi, John Simons. Je le suivis donc. Son don de persuasion était immense. Comme nous approchions du navire, j'aperçus le capitaine qui goûtait le frais sur le pont. Dès qu'il vit le pasteur, il retira son chapeau, toujours correct, et je vous avouerai que je me suis senti soulagé de découvrir ce respect non feint pour la robe ecclésiastique. Le pasteur lui rendit son salut et lui dit d'une voix forte: Je serais heureux, monsieur, d'échanger quelques paroles avec vous. Montez à bord, monsieur, montez à bord, répondit le capitaine. Et au son de sa voix, je devinai qu'il connaissait les raisons de notre présence. Le pasteur et moi grimpâmes sur le pont par une méchante échelle, et le capitaine nous conduisit dans la grande cabine au vaisseau arrière, derrière la baie vitrée. C'était le plus délicieux endroit que vous puissiez imaginer, entièrement décoré de vaisselle d'or et d'argent, d'épées aux fourreaux sertis de pierres précieuses, de chaises en chêne sculpté et d'immenses coffres qui semblaient gonflés de guinées. Le pasteur lui-même était surpris, tellement surpris qu'il ne secoua pas fort la tête quand le capitaine nous tendit des gobelets d'argent qu'il emplit de rhum. Je goûtai le mien, et je n'ai pas honte de dire que ma vue des choses s'en trouva entièrement modifiée. Je n'avais jamais rien bu d'équivalent, et je compris qu'il était ridicule de blâmer nos gars qui absorbaient un peu trop de cette substance. J'avais l'impression que, dans mes veines, coulait du miel et du feu. Le pasteur n'y alla pas par quatre chemins, mais je n'entendis pas grand-chose de ce qu'il radotait. J'étais trop attentif à siroter mon rhum et à regarder par la fenêtre les poissons qui nageaient çà et là parmi les navets de l'aubergiste. À ce moment, leur présence me semblait la chose la plus naturelle du monde. Plus tard, bien entendu, je compris qu'ils prouvaient à quel point nous étions sur un vaisseau fantôme. Pourtant, je trouvais quand même étrange d'observer un marin noyé flotter dans l'air, les cheveux et la barbe pleins de bulles. C'était la première fois que je voyais pareil spectacle à Fairfield. Pendant que je contemplais ces merveilles des profondeurs, le pasteur expliquait au capitaine que le village ne connaissait plus paix ni tranquillité à cause de ces épidémies de soulographie, mauvais exemple que les jeunes fantômes offraient d'ailleurs aux vieux. Le capitaine écouta de toute son attention, ne l'interrompant que pour dire que les jeunes gens, étant des jeunes gens, il fallait bien qu'ils jetassent leurs bonnets par-dessus les moulins. Pourtant, lorsque le pasteur eut terminé son sermon, Roberts remplit une fois de plus nos gobelets d'argent et répondit, toujours avec cette gentillesse qui le caractérisait: Je serais désolé d'être la cause d'ennui, là où je fus si gentiment accueilli. Vous serez heureux de savoir que je compte reprendre la mer la nuit prochaine. Je crois que vous ne refuserez pas de boire à mon voyage et que vous voudrez me souhaiter bonheur et prospérité. Nous nous levâmes tous et bûmes avec honneur. Ce remarquable rhum ressemblait à présent à de l'huile bouillante qui coulait dans mes veines. Après, le capitaine nous montra quelques curiosités qu'il avait ramenées des quatre coins du monde, ce qui nous cloua définitivement le bec. Et pourtant, dans la suite, je n'aurais pu préciser ce qu'il nous fit voir. Puis, je me retrouvai en train de piétiner les navets avec le pasteur. Je lui parlais des merveilles que j'avais vues dans les profondeurs, à travers la vitre. Il se tourna vers moi très sévèrement et me dit: À votre place, John Simons, je rentrerai tout de suite me coucher. Il avait une de ces façons de vous présenter les choses qui n'appartenaient qu'au pasteur. Je lui obéis. Passons. Le lendemain, voilà que ça commence à souffler, et que ça souffle de plus en plus dur.
À 8 heures du soir, j'entendis un chahut infernal et jetai un coup d'œil dans le jardin. Je sais que vous ne me croirez pas. J'avale moi-même la pilule assez difficilement, mais le vent avait soufflé le toit de ma porcherie pour la seconde fois dans le jardin de la veuve. Je ne voulais pas entendre ce qu'elle allait encore glapir à ce propos, et je dévalai le sentier vers l'auberge du renard et des raisins. Le vent était si violent que je dansais sur la pointe des pieds comme nos jeunes filles au bal. Quand j'arrivai à l'auberge, le patron dut m'aider à refermer la porte. On aurait dit qu'une douzaine de boucs poussaient de toutes leurs cornes pour entrer et se mettre à l'abri. « Merveilleuse tempête !» remarqua-t-il en tirant la bière. « J'ai entendu dire qu'une cheminée serait tombée à Dickoryand. » Quelle chose curieuse de constater que les marins connaissent si bien les climats, répondis-je. Lorsque le capitaine nous a confié qu'il allait lever l'ancre cette nuit, je pensais bien qu'il allait profiter d'un coup de vent pour ramener son navire au milieu de l'océan. Mais ceci est plus qu'un coup de vent. Ouais, maugréa l'aubergiste. Il fiche le camp cette nuit, en effet. Et même s'il m'a traité comme un duc pour la location de mon champ, je ne crois pas que le village y perdra. Je n'admire pas tellement les gens qui importent leur alcool de Londres au détriment des petits commerçants locaux qui doivent vivre, eux aussi. Mais votre rhum ne peut se comparer au sien, lui lançai-je, dans l'espoir de le voir sortir de ses gonds. Son cou rougit au-dessus de son col, et je craignis d'avoir exagéré. Mais au bout de quelques instants, il récupéra son souffle dans un grognement. « John Simons, si vous êtes descendu par cette nuit de tempête pour débiter des imbécilités, j'aime autant vous dire que vous êtes descendu pour rien. » Bien entendu, je dus l'apaiser en louangeant son rhum, et, le ciel me pardonne, je l'ai même reconnu supérieur à celui du capitaine. De ce rhum-là, aucune langue vivante n'en avait goûté, hormis celle du pasteur et la mienne. Quoi qu'il en fût, je remis le patron de bonne humeur au point qu'il m'offrit un verre de son meilleur tonneau pour en éprouver le velours. « Trouvez-m'en du meilleur, si vous le pouvez !» s'écria-t-il. Nous levâmes nos verres, mais interrompîmes notre geste pour nous regarder, stupéfaits. Le vent, qui n'avait cessé d'aboyer comme un chien furieux, venait soudain de céder la place à une mélodie aussi doucereuse qu'un cantique de Noël chanté par des voix d'enfants. « Ce n'est pas Martha, ça c'est sûr, » murmura le patron. Martha était sa grand-tante qui vivait au-dessus, au grenier. Nous nous dirigeâmes vers la porte. Le vent l'ouvrit avec une telle violence que la poignée s'enfonça dans le plâtre du mur. Mais nous ne fîmes pas attention à ce détail, car, par-dessus nos têtes, dans un champ d'étoiles scintillantes, voguait le navire qui avait passé l'été dans le champ de Navet. La grande baie et les sabords brillaient de mille feux, et du pont tombaient des bruits de chansons et des crin-crins de violons. « Il est parti, hurla le patron au-dessus de la tempête, « et il emporte la moitié du village avec lui. » Je ne pus que hocher la tête. Je ne dispose pas, moi, de poumons semblables à des soufflets de forge. Le lendemain matin, nous avons pu évaluer la violence de la tempête. Outre le toit de ma porcherie, le village avait subi assez de dégâts pour nous occuper quelque temps. De plus, les gosses n'ont pas dû casser de bois à brûler cet automne, car le vent avait brisé plus de branches qu'elles n'en pouvaient porter. Une fois de plus, nos fantômes furent soufflés aux quatre coins du pays, mais bien peu revinrent dans la suite. Les jeunes avaient tous embarqué avec le capitaine, pas seulement les jeunes fantômes, au demeurant, car nous ne retrouvâmes jamais l'idiot du village. On se dit
qu'il était monté à bord comme passager clandestin ou qu'on l'avait engagé comme mousse. Il ne pouvait espérer mieux. À cause des lamentations des dames et demoiselles fantômes, jointes au grognement des familles qui venaient pour la seconde fois de perdre un ancêtre, le village fut un moment en désordre. Le plus drôle était que ceux-là même qui s'étaient plaints avec le plus d'acrimonie de la conduite des jeunes gens faisaient à présent le plus de bruit sur leur disparition. Je n'éprouvais aucune pitié pour le cordonnier ou pour le boucher, qui courait à gauche, à droite pour gémir sur la perte qu'il venait de subir. Par contre, j'avais le cœur fendu d'entendre ces pauvres dames ou demoiselles appeler leurs amoureux par leur nom, la nuit, sur le mail. Qu'elles aient perdu leurs hommes pour la seconde fois me semblait injuste, et je compatissais à la douleur de ces pauvres êtres qui n'avaient, volontairement ou non, abandonné la vie pour rejoindre leurs amours. Pourtant, même un fantôme ne peut pleurer sans arrêt. Au bout de quelques mois, nous nous fîmes une raison et, une fois acceptée l'idée que les fantômes embarqués ne reviendraient jamais plus, nous oubliâmes. Et puis un jour, 2 ans après, alors que tout était devenu si lointain, qui s'amène par la route de Portsmouth? Vous ne me croirez jamais. L'idiot du village, celui qui s'était embarqué sans attendre qu'il fût mort pour devenir un fantôme. Jamais vous n'avez rencontré pareil gaillard. Il portait, au bout d'une ficelle, un grand sabre d'abordage tout rouillé, et son corps entier était tatoué en jolies couleurs, si bien que son visage ressemblait à un de ces ouvrages que brodent nos demoiselles. Il tenait en main un mouchoir plein d'étranges coquillages et d'anciennes pièces de petite monnaie, très intéressantes d'ailleurs. Il se dirigea vers le puits, devant la maison de sa mère, et but un grand coup, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Le pire était qu'il revenait aussi abruti qu'avant son départ. En dépit de tous nos efforts, nous n'en avons jamais rien tiré d'intelligent. Il délirait sans cesse, parlant de jeter à fond de cale, de marcher sur la planche, de monter à l'abordage, autant d'expressions qu'un honnête marin ne connaît pas, et qui nous firent comprendre que le capitaine Roberts était plus un pirate qu'un aristocrate bien éduqué. Mais arracher une parole sensée de notre innocent était plus difficile que de trouver des fraises des bois sur un pommier sauvage. Une seule histoire, le seul événement de sa vie, aurait-on dit, semblait l'avoir frappé au point qu'il la resservait à longueur de journée. On était à l'ancre, racontait-il, au large d'une petite île. Le panier des fleurs, c'était. Les marins avaient attrapé tout un tas de perroquets et on leur apprenait à jurer. En haut et en bas sur les ponts, ils volaient. En haut et en bas sur les ponts. Et fallait entendre leur langage, à faire trembler. Et puis, on regarde et on voit les mâts d'un galion espagnol, hors du port. Hors du port, il était. Alors, on a jeté les perroquets dans la mer et on a levé l'ancre pour combattre. Et tous les perroquets se sont noyés dans la mer et leur langage à faire dresser les cheveux sur le crâne. Voilà la sorte de gars. Rien que cette stupide rengaine des perroquets quand nous lui demandions de nous parler combat. Et jamais nous avons eu le temps de lui tirer les vers du nez car, 2 jours après son retour, il disparaissait une fois de plus. Nul ne l'a revu depuis. Voilà mon histoire. Je vous assure qu'elle n'est pas exceptionnelle pour Fairfield. Le navire n'est jamais revenu, mais, comme les gens commencent à vieillir, il semble penser qu'une nuit, par grand vent, il reviendra croiser au-dessus de nos haies avec tous les fantômes disparus à bord. Eh bien, s'il revient, il sera le bienvenu. On voit encore une dame fantôme qui ne s'est toujours pas lassée d'attendre son mari. Vous pouvez la trouver chaque nuit, sur le mail, écarquillant ses pauvres yeux
dans l'espoir de distinguer les fanaux du grand mât parmi les étoiles. Une dame bien fidèle, me direz-vous. Et ce n'est pas moi qui vous désapprouverai. Le chant du patron ne vaut pas un penny de moins après cette aventure. Mais certains prétendent que, depuis, ces navets ont un arrière-goût de rhum. Je vous ai proposé Le vaisseau fantôme, une nouvelle de Richard Middleton, publiée en 1912. Si l'obscurité et le mystère s'immiscent dans l'esprit des marins et des rêveurs, les océans, vastes et insondables, abritent des histoires de navires perdus, de spectres errants et de tragédies oubliées. Les histoires des vaisseaux fantômes, qu'il s'agisse du légendaire Hollandais volant ou de la Marie Céleste, nous plongent au cœur des mystères de la mer. Elles nous rappellent que l'océan, avec ses flots tumultueux et ses profondeurs insondables, est le théâtre où se mêlent légende et réalité. Peut-être croiserez-vous, lors de votre prochaine sortie en mer, l'ombre d'un navire perdu. À bientôt.